Bienvenue à cette émission Appel de l'aurore. Mon nom est Marie-Josée Roux, vous me reconnaissez. J'ai invité pour vous ce soir, ce matin, ce midi, peu importe le moment où vous prenez l'émission, Lauriane Provost, cette belle femme rayonnante. T'as l'air d'un soleil aujourd'hui, oui, Lauriane. Oui, il faut parce que la température dehors ne l'est pas, fait que je compense. Lauriane, je t'ai invitée pour que tu nous parles d'un service que beaucoup connaissent ici à Victoriaville parce que c'est presque une institution. Depuis longtemps, on entend parler de répit jeunesse, mais j'aimerais que tu nous fasses aujourd'hui une description, une mise à jour, puis en même temps que tu nous racontes les nouveautés de répit jeunesse parce que ça vous arrêtez pas de créer du neuf. Ouais. Vous êtes déjà créatif au service des besoins des jeunes, entre autres, répit jeunesse de la région. Mais d'abord, qui es-tu, Lauriane? Tu es directrice clinique. Comment on devient directrice clinique? C'est une bonne question. En fait, directrice clinique dans le sens où on est deux directions là, à l'organisme. Et moi, je m'occupe du volet, quand on dit le volet clinique, c'est vraiment tout le volet intervention, projet et tout ça. Fait que moi, mon volet, c'est le côté intervention humain. Puis le directeur général s'occupe des finances et de toute la gestion qui est autour. Plus matériel. Matériel et RH, organisationnel et tout ça. Là, fait qu'on fait une belle équipe. Puis sinon, j'ai commencé au départ comme intervenante à l'école. J'ai pas été intervenante longtemps à l'école de la rue. Puis je suis devenue, après ça, coordo, on a modifié ça, devenue directrice clinique là, avec le temps. Parce que toi, ça t'appelle le service depuis tes études. Tu as un bon bagage derrière toi d'études. Oui, j'ai fait une technique en intervention délinquance, un Déjà, baccalauréat. tu savais à un tout jeune âge que l'humain te fascinait puis tu avais envie de faire ta part pour soulager, pour accompagner. Tu étais dans différents milieux, tu sais. Mais en fait, c'est venu, je me souviens pertinemment, exactement à quel moment je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire dans la vie. J'ai lu un livre plus jeune qui s'appelait Le Fugueur. Ah bon? Puis c'est un jeune qui se ramasse en centre jeunesse là, suite à avoir fait une fugue et tout ça. Puis tout est dans la relation dans le livre entre ce jeune-là et son intervenant en centre jeunesse. Puis à ce moment-là, je pense que j'étais en secondaire 2, 3 là, à peu près. Ah oui. Puis à ce moment-là, j'ai fait c'est donc bien hot, ça existe, aider ce travail-là. Des gens, allumer. Puis, allumer des étoiles, comme on dit. Oui, c'est ça. J'ai pas dérogé, puis j'ai fait ce petit bout de chemin-là avec le temps. Puis après ça, poursuivi mes études dans ce domaine-là. Fait un baccalauréat là, en toxico, santé mentale, criminaux. Puis après, c'est une maîtrise en criminologie. Fait que je me suis toujours intéressée. Ça t'a toujours intéressée. Ouais, un peu curieuse aussi. Fait que toujours continuer dans le volet, dans la recherche, dans ce qui se fait de mieux, dans les bonnes pratiques, puis tout ça. Là. Fait que, voilà. Wow! Mais là, tu es toute jeune encore. Ouais. Puis tu arrives à Répit Jeunesse. Ça t'a intéressé, Répit Jeunesse, parce que c'était pour les jeunes, parce que c'était dans ton... Oui, dans mon créneau d'expertise, j'ai été pendant quelques années à Montréal, tant dans le volet de travail de rue, au niveau de les milieux de consommation. Ah oui. Après ça, au niveau de l'intervention famille, le volet hébergement. J'ai toujours été un peu dans le... C'est ça, au niveau des clientèles plus marginalisées, disons. Ça t'allume, ces gens-là. Oui. Puis à un moment donné, je les trouve beaux, je les trouve fascinants. Je trouve qu'ils ont... c'est des gens qui m'apportent beaucoup. Puis je trouve qu'on se complète en tant que société avec tout ce bassin-là de population, t'sais. Fait que moi, ça m'a toujours allumée, ça m'a toujours intéressée. Puis c'est une clientèle que j'aime particulièrement parce qu'on se nomme les vraies affaires. Tu sais, comme... Ah bon? On joue pas de game, là. On sait les vraies choses. Pas le temps, hein? Non, c'est ça. On va direct au but. C'est ça va droit au but. On sait à quoi s'en tenir. Puis c'est quelque chose que j'apprécie. Tu sais, moi, en général, je pense chez les gens, là. Fait que c'est une population qui m'intéresse beaucoup.
Wow! Puis l'appel j'étais à Montréal en ville longtemps, puis là après ça, le besoin de tranquillité, de plus paisible aussi, le volet de Victo. T'as trouvé ça, Victo, un peu de tranquillité? Ben, plus au niveau de la maison, tu sais, comme dans ma vie personnelle, être capable de, comme, la sécurité. c'est ça, sortir de la grande ville, là, finalement. Oui. Le volet de travail, on reste quand même un milieu qui est plus centre-ville qu'autre chose, là, ça c'est sûr, mais ouais, c'est ça. Fait que, l'appel de la nature m'a amené plus vers Victoriaville, finalement. Bien, bienvenue à Victoriaville, mais là, tu es là depuis quelques temps. Là, ça depuis fait 4 ans. 4 ans? Oui, je suis arrivée avec Répi, là, dans le fond. Fait que... Et puis, tu as commencé comme intervenante. Oui, voilà. Fait que... Et puis, tu es devenue petit à petit directrice clinique. Oui, exactement. Maintenant, qu'est-ce que c'est devenu au fil du temps, Répi Jeunesse? Quels sont les services que vous offrez? Répi, ben là, en premier lieu, on appelle l'organisme encore Répi Jeunesse. On va voir si on garde vraiment toute cette entité-là qui s'appelle Répi Jeunesse, malgré le fait qu'on offre maintenant des services aux adultes. Mais à la base, Répi Jeunesse, c'est parti vraiment du travail de rue. Et par la suite, on y a greffé un café, un Oppidum Café, dans le fond, pour les jeunes de 15-24 ans. Fait que ça a longtemps été un organisme, tu sais, pendant 25 ans, là, ça a été un organisme uniquement dédié à la jeunesse. On le connaît bien ici dans la région. Ouais. Madame Toupin, entre autres, on s'en parlait, la fondatrice. Qui a travaillé... dans les journaux, les activités de financement. Vous avez reçu d'ailleurs un bel hommage de la ville de Victo récemment. Vous avez été honoré de l'Ordre du mérite victorien comme organisme. Oui, on a travaillé fort à bâtir, puis l'organisme est bâti petit peu par petit peu, je pense, en y greffant des services. C'est ça. Jusqu'à remettre en cause un peu son nom, c'est ce que tu nous expliquais? Jusqu'à remettre en cause un peu son nom dans le sens où on travaille avec la population générale. T'sais, en travail de rue, on va dire qu'on a un mandat qui est généraliste. Si on a un mandat qui est généraliste, c'est difficile de dire, bon, ben toi, t'es rendu à 29 ans, toi, t'es rendu à 32 ans, je peux plus te recevoir, tu sais. Puis des travailleurs de rue, c'est dans la rue, c'est sur le trottoir, tu sais. Fait qu'on carte pas les gens quand on les rencontre. On se dit pas, hey, je peux pas t'offrir un service ou hey, je peux pas te jaser trop longtemps sur le banc de parc parce que t'as 50 ans. C'est un non-sens pour nous autres, c'est un non-sens pour la pratique. La population est vieillissante aussi, tu sais, et on les rejoint, ces gens-là, tu sais, on les rejoint, et à force de discuter avec eux, ben, à un moment donné, les adultes ont fait, ben nous aussi, on a besoin, tu sais, nous aussi, on voudrait des services. Il y a beaucoup de services pour les jeunes, tu sais, c'est parfait, mais nous aussi, on a des besoins, puis on veut se faire entendre. C'est là qu'on a commencé à réfléchir pour ajouter d'autres services, dans le fond, à l'organisme. Fait qu'à la base, c'est le volet du travail de rue qui a parti l'organisme. Et quand tu dis travail de rue, là, si je connais pas du tout, qu'est-ce que c'est concrètement, le travail de rue? Le travail de rue, c'est une approche de proximité, qu'on va dire. Le travail de rue, là, c'est arrivé dans les années 80, tu sais. Et ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a des gens qu'on réussit pas à rejoindre autrement. Parce qu'eux ne viennent pas dans les services. Pour plein de raisons. Souvent, ils les connaissent pas. Ils les connaissent pas. Ils ont eu des mauvaises expériences. Ils ont perdu confiance. Ils ont perdu confiance. S'ils coupent le lien avec la société, avec des gens, ben ils viendront pas demander des services. Ils se sont fait refuser, ils ont eu des mauvaises expériences. Puis des fois, on exclut une certaine population des services. Des fois, ils s'auto-excluent eux-mêmes aussi. Tu sais, à force de... Ou des comportements. Ben oui, absolument. Fait que le travail de rue, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment, en fait, que ces gens-là puissent reprendre confiance tranquillement envers des intervenants, puis que nous, à force de lien, à force de bâtir ce lien de confiance-là avec eux, qu'on soit capable de les amener vers les services auxquels ils ont droit, tu sais, puis auxquels ils ont besoin. Fait que c'est un peu
la seule chose dans laquelle on dit qu'on on a une approche généraliste, la seule chose qu'on se dit qu'on a un champ d'expertise, là, dans le fond, nous, on est des experts en création de liens. C'est ça notre texte. Comme c'est dans ça qu'on est les meilleurs. C'est beau, ça. Puis pour le reste, on finit par avoir des connaissances dans plein de choses, en dépendance, en toxicomanie, en santé mentale et tout ça. Puis même en service, j'imagine que vous devez vous autres aussi connaître tout l'ensemble des organismes qui offrent des services, exact. Par exemple. Moi, ce que je vois souvent, c'est perte de carte d'identité, comment refaire... Puis on bâtit, permis de conduire et autres, là. On bâtit, des corridors de services pour faciliter l'accès aussi, aux services. Parce que, juste moi, je prends ma carte d'assurance maladie, là, demain matin, puis là, je fais, ça va être compliqué, qu'est-ce que je fais là? Bon, c'est quoi le formulaire qu'il faut que... Fait quand que t'es dans la rue, ou quand que t'as une problématique de santé mentale, de dépendance, de quoi que ce soit, tout devient encore plus lourd, plus difficile d'accès et tout ça. J'ai pas d'ordinateur à la maison, j'ai pas d'Internet, je m'en vais à la bibliothèque, je me fais dire que, je peux pas avoir accès au service parce que je suis pas inscrite, peu importe, mais ça devient complexe, toutes les démarches. Fait que nous, ce qu'on souhaite, puis ce qu'on fait, c'est vraiment qu'on prend la personne, on crée un lien avec elle, puis à un moment donné, à force de lien, parce que créer un lien, on peut jaser de la pluie puis du beau temps longtemps. Puis c'est bien correct. Là. On va jaser de band de musique, on va jaser de la température qu'il fait dehors, jusqu'à temps que la personne, ça ne tente plus de nous parler de tout ça, puis qu'elle ait envie d'ouvrir sur autre chose. Puis on respecte son rythme. Fait qu'on va au rythme de la personne. Puis quand la personne a envie de s'ouvrir, ben là, on est là. Fait qu'on peut jaser longtemps avec le monde, puis de là, la création de liens, jusqu'à temps qu'on puisse offrir quelque chose au niveau de l'intervention. Comment on peut découvrir ou cibler une travailleuse ou un travailleur de rue? En ce moment, c'est qui les travailleurs de rue à Victoriaville? Là? En ce moment, j'ai Sébastien, Jasmin et Julie. Donc, deux hommes, une femme. 2 hommes, une femme. Okay. Je croise les doigts qu'on réussisse à en avoir un 4e. Ah bon? On n'a jamais... en fait, c'est que c'est un besoin depuis toujours qu'on soit 4. Là. Okay. Après ça, trouver la perle rare. Trouver la perle rare, puis trouver le financement. Ah oui. C'est encore... c'est toujours ça, les enjeux. Exact. Fait qu'on souhaite en avoir un 4e. Pour l'instant, on en a 3. La façon qu'on l'a divisé, c'est qu'on couvre vraiment le volet jeunesse et le volet adulte. Okay. Comme je disais tantôt, on ne carte pas les gens là, dans la rue. Non, c'est ça. C'est plus en fonction des espaces qui vont être fréquentés. Les travailleurs de rue jeunesse vont davantage être à l'école secondaire, dans les skateparks, dans les organismes jeunesse, dans les parcs, là où est-ce que il y a des jeunes. Okay. Notre travailleur de rue adulte, lui, va davantage fréquenter les lieux adultes. On peut penser au bar, on peut quand même penser au parc, genre, tu sais, il y a différentes rues, les appartements, tout ça, les milieux de consommation et tout ça. Ben là, le travailleur de rue adulte va être là. Comment qu'on peut les remarquer? On finit par les remarquer parce qu'ils sont toujours là, même endroit. À peu près dans les mêmes endroits, avec un gros sac à dos, tu sais. Ils ont des habitudes, ils ont leur gros sac sur le dos. Fait que ça fait un moment donné, les gens, ils font, voyons, il me semble, je t'ai vu, t'as dîné au Resto Pop à midi, là, tu te promènes sur le bord de la sécurité alimentaire, je te recroise au bar le lendemain, il me semble qu'on se voit partout, tu sais. Ah, puis là, ouvre une porte, se met à discuter, tu sais. Puis c'est comme ça, tu sais, les gens qu'on rejoint fréquentent différents espaces, mais eux aussi ont des trajectoires, en fait. Puis nous, c'est qu'on utilise ces trajectoires-là pour être dans ces lieux-là, finalement. Fait que ils se recroisent souvent, puis à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre. Très bien. Donc, vous êtes dans la rue, ce qui vous a amené à cibler des besoins puis à petit développer d'autres services. Parle-moi d'école de la rue. L'école de la rue. En fait, ce qu'on a réalisé, tu sais, ici à Victo, il y a les écoles secondaires, il y a une école aux adultes. Puis ce qui s'est passé, c'est, il y a plusieurs années là déjà, on réalisait que dans le fond, une école aux adultes, il faut quand même un certain niveau d'autonomie. Tu sais, il faut un certain niveau d'organisation de vie. Ce qui n'était pas le cas chez l'ensemble de nos étudiants. Ou chez des très jeunes, 15, 16, 17 ans, déjà qui ont décroché de l'école traditionnelle parce qu'ils avaient des difficultés peut-être personnelles d'apprentissage.
des difficultés à maintenir une discipline pour être disponible à l'apprentissage. Ça prend un certain niveau d'organisation de vie. C'est ça, hein? Nous, on accueille très rarement des étudiants en bas de 18 ans. On va dire que c'est à 18 ans l'école de la rue pour différentes raisons là, au niveau des programmes. Mais ce qu'on a réalisé aussi, c'est quand on accueille les jeunes en bas de 18 ans, souvent, ce qui se passe, c'est ils ont besoin d'une coupure. Ils ont besoin, quand ils ont lâché l'école, là, c'est parce qu'il y avait une raison. Puis il y avait quelque chose à vivre. Puis ceux qu'on a accueillis un petit peu plus jeunes, là, je vais dire, ce qu'on réalisait, c'est que ça se maintenait pas. Ils ont besoin de vivre quelque chose. Après ça... La coupure n'est pas finie, la motivation n'est pas encore revenue exact. Après ça, quand tu passes tes journées, tu sais, pendant que tes amis sont partis, eux, à l'école, ou tout le monde travaille, ou des choses comme ça, vivre l'ennui, là, puis tout ça, puis le faire, OK, qu'est-ce que je veux faire, finalement? Il faut qu'ils comprennent pourquoi ils veulent finir leur secondaire. Si tu le sais pas, t'en as pas de motivation à le faire. Puis c'est là que finalement, ils se maintiennent pas. Donc, en les prenant vers 18 ans, là, je vais dire, ben là, à ce moment-là, nous, ce qu'on offre, les jeunes viennent à l'école, puis quand je disais un peu, ben le niveau d'organisation de vie qui est nécessaire, ben c'est que nous, on a tout mis une école adaptée à leur rythme de vie, à leurs besoins. Mais ils doivent s'engager, j'imagine, aussi à une certaine... Il doit y avoir un engagement C'est une certaine discipline dans toute sa flexibilité. Fait que, tu sais, on demande aux étudiants de venir dîner avec nous à tous les jours. Fait qu'on offre le repas aux jeunes, mais les gens... Ils commencent l'école juste en après-midi. T'sais. On adapte au rythme. Ils se couchent pas de bonne heure, là. Ils se couchent tard. Ben là, Colin, c'est-tu parce que tu te couches tard que t'es pas capable de finir ton secondaire? Ben non. T'sais. Fait que nous, ce qu'on a fait, à ta minute, on va modifier les horaires de l'école. Puis d'abord manger parce que tu réponds aux besoins de base avant de... C'est un bel incitatif aussi. Oui, c'est ça. Fait qu'on prend le temps de manger avec nos étudiants. C'est une belle période aussi. On est juste dans l'ouverture là, avec eux à ce moment-là. On jase, on a du fun. Ça permet aux intervenants de prendre le pouls aussi. T'sais. OK, comment qu'elle va, ma gang, là, en ce moment? Tu laisses ton sac de problèmes. Exact. C'est exactement ça. C'est le moment où est-ce que ça permet de déposer. Puis après ça, plus disponible pour faire les cours en après-midi. On a des professeurs qui sont prêtés par Monseigneur Côté. Donc, on a 3 profs qui sont là. Exactement. Puis, tu sais, c'est toujours des profs merveilleux qu'on a avec nous autres dans le sens parce qu'ils ont envie de travailler avec la clientèle. Ils créent des choses, tu sais, ils sont en train de mettre en place des projets, là, ils sont en train de faire des projets de serre pour apprendre les mathématiques. Oui, bien sûr. C'est trop cool. Ils font tellement des belles choses avec les jeunes. Puis on a besoin de les motiver. Puis là, je dis les jeunes, ils ont 18 ans et plus, là, mais c'est ça, ils ont besoin de créer puis de réallumer une petite flamme, là, dans le fond. Lauriane, on va vite parce que je veux arriver au nouveau service que vous offrez. Vous avez déjà le café qui est en lien beaucoup, j'imagine, avec l'école, puis la maison de jeunes. En fait, c'est ça. Le café, ce qu'on va dire, c'est comme un prolongement de la rue, dans le sens où est-ce que c'est une population qu'on rejoint au niveau du travail de rue jeunesse, tu sais, qui va avoir différents collaborateurs. C'est pas nécessairement les mêmes jeunes qui fréquentent l'école qui vont fréquenter le café. C'est 15-24 ans, le café. C'est ouvert à ceux qui ont besoin de parler. Qui ont besoin de parler, qui ont besoin de se retrouver entre amis. Tu sais, l'adolescence, là, c'est comme un moment où est-ce que tu as envie de ton petit réseau, ta petite clique, puis tout ça, puis on leur offre ce lieu-là. Avec très peu de règles, tu sais. Ceux qui sont là sont maintenus, tu sais, mais les jeunes, ils peuvent venir dans l'état dans lequel ils sont. On accueille tout le monde de façon comme inconditionnelle, tu sais, qu'on va dire. Puis ils ont tout ce qu'ils veulent. Ce ne serait pas le cas nécessairement dans un café, disons, une entreprise. Oui, une entreprise. Ou bien à l'école non plus. Ben non, c'est ça. Fait que les jeunes peuvent se rejoindre, puis tu sais, là, après ça, ils peuvent choisir de s'écraser dans les divans, puis juste nous dire bonjour, puis tu sais, on le sent quand ils ont besoin de leur petit bulle. Ils ne sont pas dans un parc, ils ne sont pas vulnérables. Exact. Puis tu sais, après ça, ben il y a tout sur place aussi, tu sais. On a une table de pool, on a une table de baby-foot, on a des tables de ping-pong, des jeux vidéo, des jeux de société, des projets artistiques. Mais s'ils veulent rien faire puis juste être assis, mais c'est fait. C'est ça, c'est correct. T'sais. Fait qu'on adapte un peu nos soirées. On ne sait jamais à quoi nos soirées vont ressembler, finalement. Ah, ça, c'est le soir. C'est le soir, ouais. On est ouvert de 18h à 22h.
Puis à 22 heures, qu'est-ce qui arrive? La majorité de nos jeunes qui fréquentent sont soit en appartement, soit chez leurs parents et tout ça. Ils retournent à la Fait maison. qu'ils peuvent retourner à la maison là, par la suite. Si on a des jeunes qui sont en situation d'itinérance, à ce moment-là, quand ils viennent le soir, ça nous permet de faire des démarches avec eux pour trouver un endroit pour dormir. Puis, tu sais, quand on parle d'un endroit pour dormir, des fois, d'emblée, on va penser à un organisme, mais des fois, on fait réfléchir aussi sur... Tu une ma tante avec qui tu t'entends bien, ah, oui, c'est ça. Tu nous parlais de ta grand-mère l'autre jour, je sais que tu veux pas retourner chez vous, mais y a-tu une autre option, qui est un lieu plus sécuritaire et plus agréable qu'un organisme communautaire. Ça reste quand même du dernier recours quand tu t'en vas vivre dans un organisme, là, tu sais. Fait qu'on favorise toujours s'il y a le réseau de la personne. Là, c'est ça. Faire penser, puis rattacher... Exact. À des liens de confiance qui ont Mais déjà... Mais quand tout ça s'effrite, il reste encore qu'une nouvelle ressource a été créée la nuit. Ici, à Victoriaville, c'était un besoin qu'on sentait depuis longtemps important. C'était un manque de ressources, là, en fait, au niveau de la crise, au niveau de l'itinérance. Là. Puis au niveau de la crise du logement, il faut le dire aussi, à Victoriaville, c'est de plus en plus difficile de trouver un logement abordable. Puis en fait, on a senti un besoin criant dans la dernière année et demie, 2 dernières années, où est-ce que là, il y a eu un revirement de situation, puis on a fait « on n'est plus capable de loger les gens, là on a un problème ». Et ça s'est mis, rapidement, à sonner aux portes. Autant à Répit, tu sais, que j'ai un bon ami qui est à l'OMH, tu sais, puis c'est la même chose. Lui aussi, là, ils avaient les sons de cloche, puis ils disaient « Hey, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, là, le 1er juillet », tu sais. Exactement. Fait que, il y a eu comme une cellule de crise, là, qui s'est mise en place à Victo, avec différents partenaires de différents milieux. Et là, on s'est dit, on a fait, il faut qu'on développe quelque chose parce que ça fonctionnera pas. De nuit, hein? Exactement. Tu sais, il y en a des ressources de nuit à Victo quand même, mais c'est un manque de place. T'sais, on a une ressource de nuit pour les jeunes, là, dans le fond, avec les Auberges du Cœur, avec la Maison Raymond-Roy. Il y a le réverbère au niveau de la santé mentale, la dépendance, mais l'itinérance n'était pas couverte. Et là, ce qui se passait, c'est qu'au départ, on réussissait à reloger les gens. Une personne arrivait, OK, on fait une démarche, on va l'envoyer dormir dans une ressource. Des fois, c'était à Drummondville ou à Shawinigan. Mais là, c'est plein partout. Partout où est-ce qu'on appelait, c'était plein. Fait que notre seule option, puis c'est ce qu'on a fait pendant 6 mois de temps à peu près, c'est qu'on donnait des sleeping bags au monde. Là. C'est ça qu'on leur disait. On leur disait, je m'excuse, c'est la dernière option que j'ai, c'est... Va dormir dans un parc. Puis là, va dormir dans un parc. Puis là, les travailleurs de rue partaient, puis disaient un peu aux personnes... ici, tu devrais pas trop te faire déranger, tu sais. Fait que c'est un enjeu, tu sais. Puis de trop se faire déranger, mais les gens... De santé physique. De santé physique, de santé publique, ça devient une problématique vraiment majeure. Fait qu'on s'est ralliés tout le monde ensemble, puis là, on a mis en place le volet hébergement, qui est un volet temporaire là, que Répit s'occupe actuellement, qui va être pris en charge par un autre organisme. Va obtenir son autonomie, Oui, en fait, là, pour l'instant, on a un organisme à Drummondville qui s'appelle l'Ensoleillement, qui ont leur spécialité au niveau de l'itinérance, qui ont accepté de prêter main forte à Victo, qui ont accepté de prendre en charge avec nous. Il y a une collaboration. Exactement. Fait qu'on on travaille en collaboration, les deux ensemble. À partir de l'automne, ils risquent de reprendre avec plus grande autonomie, là, dans le fond, le projet d'hébergement, là, dans le fond, à Victo. Mais c'est un enjeu, puis c'est des enjeux de financement aussi. Oui, c'est ça. Il y a de l'argent qui descend pour les situations d'itinérance, mais il n'y en a pas assez parce qu'il y a trop de besoins. C'est ça. Puis c'est pas fini, puis ça s'aggrave. Ben oui, absolument. Tu sais, c'est des enveloppes provinciales, c'est des enveloppes fédérales, mais après ça, c'est qu'il faut qu'on les divise à travers tout le monde. Mais là, l'itinérance augmente. Oui, c'est ça. Fait que vu que l'itinérance augmente, tout le monde en a de plus en plus de besoins. Mais les sous qui descendent sont pas nombreux, là. Fait que c'est ça. En même temps qu'on développait cette ressource-là, sont arrivées les mini-maisons. Tu nous en dis quelques mots? Oui. Les mini-maisons sont arrivées, dans le fond, tu sais, ça a été un don là, que la Ville a pris, dans le fond. A accepté. C'est un projet de la Ville avec différents collaborateurs, encore une fois. Répit en fait partie. Nous, ce qu'on s'occupe au niveau des mini-maisons, c'est plus le volet intervention, là, dans le fond. Fait que c'est la Ville qui gère... que vous allez faire des
des visites de temps en temps exact. pour voir qui loge dans les mini-maisons. Les gens qui veulent avoir accès aux mini-maisons, tu sais, sont barrés là, en ce moment, les mini-maisons. Quand je veux y avoir accès, on appelle à la même place que pour avoir accès à l'hébergement. Là, dans le fond, c'est le même numéro de téléphone. Puis on dit « Hey, je veux dormir. Y a-tu de la place à l'hébergement? » S'il y a de la place, les gens vont aller là. S'il n'y a pas de place à l'hébergement, ils vont aller dans les mini-maisons. Bien, c'est ce qu'on peut leur offrir, en fait. C'est-tu l'idéal? Absolument pas. C'est une solution? Non. C'est un plaster. Tu sais, on s'entend, là. C'est vraiment pas... en tout cas, je sais pas si vous les avez vus, mais c'est pas agréable, c'est pas chaleureux, c'est vraiment un dernier recours. Un abri. Exactement. C'est pas plus qu'un abri. C'est un abri, c'est tout petit. L'objectif que ça soit tout petit, c'est que ça puisse se réchauffer aussi. Rapidement. Rapidement, c'est ça l'idée. Mais comme je disais, c'est vraiment juste, c'est une solution qui est très, très, très temporaire, t'sais, dans une optique de, on veut pas que les gens dorment dehors. Oui, puis qui doit pas être non plus, dire, voilà, on a les mini-maisons, ça s'arrête là. Ah non. Il y a une supervision qui est nécessaire. Il y a des gens qui doivent être concernés. C'est une collaboration, tu sais, c'est ça, avec la ville. On est plusieurs, tu sais, à prêter main forte à ce projet-là, là, dans le sens où, tu sais, moi, j'ai un intervenant qui fait le tour des mini-maisons, qui va aller placer les gens, tu sais, quand les gens ils viennent à l'hébergement, on leur donne un repas, on part, on va porter avec le sleeping bag un oreiller et tout ça. Après ça, dans la soirée, l'intervenante ou l'intervenant va faire des tournées, tu sais. Ah oui, salut, comment ça va? T'es-tu correct? T'as-tu froid? Tu sais, voir l'état de la personne, s'assurer que c'est sécuritaire aussi. Puis une fois, on s'entend, là, j'aimerais bien ça avoir des intervenants 24/7, mais j'en ai pas. Oui, il y en a, puis après ça, c'est la SQ qui, quand nous, on termine nos chiffres, qu'eux, ils s'assurent, ils vont faire une petite tournée, ils s'assurent que tout est correct, tu sais. Toujours dans une optique de sécurité auprès des personnes. Ce que je trouve beau, Lauriane, on est déjà à la fin de l'émission. Je résume en gros, beaucoup d'idées, de créativité, beaucoup aussi de collaboration. On ne peut pas soutenir des populations marginalisées, fragilisées par la maladie mentale ou par la consommation, par la maladie physique. Seul, puis en même temps, j'ai presque envie de dire, c'est le projet communautaire, sociétal de Victoriaville que vous avez, dont vous avez un maillon. Puis c'est propre au travail de rue, tu sais, on a besoin de tout le monde, nous autres. Toute seule, notre job, elle sert à rien, tu sais. Je vous dis merci, je te dis merci à toi aussi d'avoir participé à cette émission. Merci à toutes les généreuses intervenants, intervenantes qui sont dans votre organisme et qui rendent un service indispensable dont on n'a pas assez souvent l'occasion de parler. Merci à toi, Lauriane, d'avoir participé à cette émission. À la semaine prochaine.